Monsieur le secrétaire perpétuel Didier Vivier, Monsieur le président de l'Académie François de Calataï, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, je vous salue en vos titres et qualités. Si vous regardez sur le net ou si vous demandez à un grand nombre de passants dans la rue qui sont les artistes belges connus, vous obtiendrez des réponses. Stromae, Angèle, Arnaud, Annie Cordy, Axel Red, Elena, peut-être Jacques Brel. Mais si vous posez la question « Connaissez-vous les artistes de la classe des arts de l'Académie royale de Belgique ?» Personnellement, quand je suis arrivé ici, je ne savais même pas que ça existait en Belgique. Cela risque d'être assez succinct. C'est donc l'occasion de faire un petit tour d'horizon des membres plasticiens de notre compagnie. Y a-t-il donc des artistes à la classe des arts ? On sait qu'il y a des historiens qui analysent et parlent très sérieusement d'art, des architectes volontaires et innovants. On sait qu'il y a des compositeurs de musique savante qui pensent la musique et font renaître en nous des sentiments enfouis et des émotions salutaires qui nous relient au passé, au présent et qui parfois nous projettent dans l'avenir. Mais qui connaît ici le travail des artistes qui font partie de notre classe? Qui sait ce qui les habite au point de construire l'œuvre d'une vie? Ce seront précisément les sujets d'environ presque 30 minutes qui me sont accordés pour vous faire découvrir à la fois les liens rapprochés et la diversité des pratiques des artistes de notre compagnie. Et nous allons commencer par une personne que tout le monde ici connaît à l'Académie, Aïda Kazarian. Et je la cite. « Aussi loin que je me souvienne, le tapis est présent dans ma vie. Enfant, lorsque je me couchais sur les tapis, je jouais longtemps à les caresser de la main dans le sens du poil ou à rebours, fasciné par les effets de la lumière sur la surface lissée ou hérissée. Je retrouve la sensation de cette expérience lorsque j'utilise la peinture iridescente, une analogie parmi d'autres entre le tapis et le livre peint. » Et Aïda ajoute une citation de Pierre Bonnard. « Il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre la peinture vivante. » Aïda prépare actuellement un grand ouvrage sur les plus de 1000 livres d'artistes qu'elle a réalisés et qui sera présenté très bientôt dans sa galerie. André Lambotte. C'est toujours intéressant de voir où l'œuvre commence. Voilà. Et très rapidement, André Lambotte a troqué le pinceau Cobra pour le crayon, le corps pour l'abstraction minimale. Chez André Lambotte, écrit Claude Laurent, l'instant de chaque trait et le temps de la durée globale imprègnent les dessins qui exigent une concentration sans faille. Cet aspect relatif à une force mentale livre quelque chose de pratiquement hypnotique et conduit à une sorte de méditation contemplative, à une vie silencieuse spirituelle capable d'engendrer, par le visuel, une profonde intériorité. André Lambotte aime aussi citer le critique d'art Philippe Piguet. Donner encore une raison d'être à l'univers de la peinture, c'est vouloir d'abord et avant tout lui donner du temps, lui donner le sien propre, car le luxe de la peinture est de prendre son temps et celui du peintre de lui donner le sien. Ce n'est que dans cet échange que l'œuvre advient. Changeons déjà de registre et venons-en aux deux photographes
de la classe des arts, Gilbert Vastenakens et Jacques Villey. Gilbert Vastenakens était le premier artiste apparenté, disait-on, à l'époque où l'on ne distinguait que les peintres, les sculpteurs, sculptrices, les graveurs, graveuses et éventuellement graphistes. Gilbert Vastenakens, rapidement reconnu pour son travail photographique sur les paysages urbains de nuit, a participé à la mission photographique de la Datar en France en 1984. Les séries Nocturnes et Essais pour une archéologie imaginaire montrent la topographie urbaine la nuit. En pleine déshérence, la ville devient le trou noir d'un opéra énigmatique. Le décor à l'abandon semble une gigantesque pièce de théâtre, d'où les acteurs sont bannis. Tout s'immobilise. La scène et ses spectateurs semblent unis jusqu'aux premières lueurs du matin, quand le rythme de la civilisation reprend ses droits. Rassurez-vous, quelques années plus tard, le regard de Gilbert Vastenakens va s'éclaircir et rejoindre les humains. Jacques Villey, dans un texte très récent, qui date de juillet 25, Jacques Villey précise son fonctionnement. Je le cite. « Quand je photographie, ce n'est pas la reproduction de la réalité que je choisis, c'est son image. De là, mon intérêt et ma préférence pour la photographie par rapport à la peinture. De là aussi, mon désintérêt pour les logiciels de transformation de l'image par voie numérique, qui confond photographie et composition picturale. C'est la perspective réglée par le choix de la distance focale et le cadrage qui me semble le plus important. Ensuite, le contraste et la densité de l'image. Je reste attaché à la photographie argentique et aux émotions en chambre noire. Mais parfois, je dois m'incliner sur la commodité et la disponibilité permanente d'un appareil numérique tel qu'un téléphone doté d'un objectif de haute qualité. Mais alors, le plaisir de la mise au point et le contrôle de la profondeur de champ sont perdus. Les images produites sont en couleur, je les convertis presque toujours en noir et blanc, car je trouve que la couleur maintient le réel et empêche d'imaginer l'abstraction. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que nous étions sur les terres natales de Gaspard David Friedrich à Rügen. Kiki Crève-Cœur. À la suite de Gabrielle Beljonne, pour représenter les graveurs, nous avons élu une graveuse, Kiki Crève-Cœur. Elle a bénéficié de rétrospectives dans des lieux qui comptent pour le monde de la gravure. Le centre de la gravure et de l'image imprimée à la Louvière, la Vitocania et nombre de biennales de gravure à Liège et à l'étranger. Je la cite. L'estampe, et particulièrement la gravure sur gomme à effacer, c'est ma marque de fabrique. Je la grave, l'imprime manuellement, la grave à nouveau, la découpe, les miette jusqu'à l'effacement de celle-ci. C'est souple, ludique et aussi philosophique. Ma gravure est faite de bribes d'impression, une forme de poésie contemplative. J'aime la gravure pour son côté incisif, volontaire, structurel, voire primitif. Des gestes qui nous rattachent à notre côté ancestral, presque animal, nous dit Kiki Crève-Cœur. Voici maintenant deux artistes dont pas mal d'œuvres dialoguent avec la nature et l'espace. Bob Verskuren et Pierre Courtois. Bob Verskuren,
Tout le monde le connaît dans ses grandes installations, fonction du lieu investi de Bob Verschuren, comme celle du chœur de l'abbaye de Villers-la-Ville. Mais voici quelques pièces un peu différentes. Bob voit une certaine ressemblance entre l'artiste et la nature, et je le cite, « Le travail de l'artiste est basé sur deux critères fondamentaux qui s'entremêlent. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, tout en cherchant à répliquer, pas dupliquer. La nature n'arrête pas de se recréer sans jamais produire des copies conformes. Cette obsession de dupliquer parfaitement est l'apanage des industries. L'artiste, et encore moins le vivant, n'emprunte pas cette volonté de multiplier ses créations à l'envi. C'est de cette force créative que peut venir la capacité de réagir à l'adversité. Voilà donc ce que Bob Verschuren a voulu partager aujourd'hui. Pierre Courtois. Tout dans la pratique de Pierre Courtois, écrit Claude Laurent, prend en compte l'espace, l'environnement, la mesure, l'attention, le point de vue, l'orientation, et fonctionne sur le principe de la mise en relation de tous les éléments concernés, y compris ceux du voisinage naturel ou construit. Ainsi, lorsqu'il tend les bâches dans son atelier, la charpente et les dimensions de l'espace participent totalement à l'installation. De même qu'il s'agisse de balises parentes aux instruments des géomètres, de machines sculptures roulantes plus ou moins sophistiquées qui servent à tracer, à évaluer les distances ou à prendre des mesures, toutes ces pièces sculpturales entretiennent une relation directe au paysage. Pierre Courtois traite dans une conception totalement inédite, novatrice, une des plus anciennes et des plus récurrentes préoccupations des peintres, le paysage, qu'il transpose dans l'espace qu'il investit. Ce faisant, il propose un vrai retour à la nature dans une préoccupation d'appréciation et de respect, sans aucun doute lié aux implications écologiques, nous dit encore Claude Laurent, dont les plasticiens de la classe auraient souhaité qu'il soit membre de notre compagnie déjà depuis les années 90. Gérald Dederen, cette fois, un vrai sculpteur, mais qui travaille le volume tout autrement. Je saisis la parole de Daniel Gilmont qui écrivait ceci en 2024. Gérald Dederen s'est toujours situé dans ce registre sobre du paysage où un disque de bois, un pan de bois exotique et brûlé suffisent à ressusciter le lien ancestral à la nature. Depuis le temps où ces disques s'empilaient au gré d'un léger déhanchement, l'artiste a fait du chemin, poussant toujours plus loin sa quête d'un langage minimaliste, jamais neutre ni éteint, insolite, irradiant l'âme de la matière. On trouve aussi des dessins surprenants, sombres et opaques, au reflet moiré, où le graphite sature et martèle la surface d'une texture si dense qu'il en tire un chant profond et sourd. Depuis des années, le feu, chez Dederen, crée la sculpture. C'est lui qui incurve, divise, infléchit le cours du bois, le couvre d'une patine noire et rugueuse, génère des formes simples et vibrantes. Parfois, ce feu s'empare de la carcasse d'un vieux meuble et libère des formes plus construites, fragiles et fortes. Nous venons de voir un vrai sculpteur, voici un vrai peintre, Michael Cravagna. En tant que peintre, dit-il, son idée initiale est de développer un langage purement pictural. Un langage qui ne soit ni verbal ni illustratif. Un langage qui frappe
et qui touche de manière directe. La couleur est au centre de cette recherche picturale. Il fait les couleurs lui-même à base de pigments et de divers liants comme l'huile, la tempéra, les résines ou l'acrylique. La couleur est appliquée en couches successives, une couleur par couche. C'est au travers de ces couches que la peinture émerge progressivement et comme il le mentionne, in fine, chacun peut voir l'histoire de cette peinture car toutes les couches sont présentes simultanément par leurs ouvertures, leur transparence et la possibilité d'en ressentir les strates du dessous. Il y a la peinture, la sculpture, et il y a celle qui peint et sculpte avec un médium inattendu. Comme vous pouvez le voir, le travail de Anne-Veronica Janssens est principalement axé sur la lumière, la couleur et la matière, explorant les phénomènes de perception et la relation entre le spectateur et l'œuvre. Ces créations, souvent éphémères et immersives, convoquent des matériaux comme le brouillard, la brume colorée ou l'eau pulvérisée pour créer des expériences sensorielles, parfois déstabilisantes, où le spectateur perd ses repères visuels et physiques. L'importance de l'expérience subjective et corporelle est donc au cœur même de sa démarche artistique. Depuis Antonio Lampeco, nous attendions une céramiste et nous avons élu Nathalie Doyen. Et là, je reprends ces mots. Elle emploie un matériau minéral, naturel, commun, l'argile. Il nous met en contact avec le vivant. À ses débuts, il y a 40 ans, elle a opté pour les couleurs veloutées de la terre sans émail. Elle s'est affranchie de la technique. Son geste est délibérément sobre. C'est dans la lenteur et le silence que Nathalie Doyen a trouvé sa liberté d'inspiration, tant pour réaliser une dizaine de grandes installations que pour modeler les sculptures intimistes. Et elle dit encore ceci. À l'atelier, la pensée verbale s'éclipse. Mon langage visuel déploie mystère et émotions subtiles. Hors des sentiers battus, Lise Duclos examine le vivant. Il constitue la matière première de son œuvre. Et comme on peut le lire dans le texte de présentation du Musée des Beaux-Arts de Caen, défiant tout système scientifique, elle documente la complexité de la vie, fascinée par les êtres vivants et par le monde végétal. Elle en révèle l'intelligence et les facultés d'adaptation, voire de régénération. Elle s'intéresse aux plantes les plus anodines, à leurs parties souterraines. Elle revisite les termes botanistes, s'appuie sur des informations scientifiques et historiques pour écrire de petites phrases percutantes, sortes d'aphorismes philosophiques et sensibles, sur des végétaux qui résonnent étrangement dans la sphère humaine. La nature est-elle bien naturelle? Qui a peur des espèces étrangères? Tout dépendra où tu te trouves. Et nous voilà que l'on se trouve au BPS 22 à Charleroi, où Pierre-Olivier Rollin réalise à chaque fois des expositions que l'on voudrait voir au pavillon belge à Venise. Pour cet exercice, Laurence Dervaux nous a confié quelques mots de Jackie Legge aussi. Les œuvres de Laurence Dervaux jouent d'abord de la séduction afin d'attirer le spectateur.
Succède l'étonnement de la découverte de l'objet réel, des fragments d'os, de l'eau, du riz, du sang, du pain, et du titre qui éclaire les œuvres d'un sens nouveau. Les titres formulés d'une manière neutre et distante ont haut contenu dans des mains, les 63% d'eau d'un corps de 70 kg, la quantité de sang pompé en 1h28 minutes, nous font entrer d'emblée dans un univers où l'humain s'inscrit en majuscule et au quotidien. Laurence Dervaux, nous dit encore Jackie Legge, nous attire avec ce qui peut s'avérer répulsif. Elle se sert du beau pour évoquer la mort et parle de la mort pour mettre en exergue la vie. Si les sentiments de beauté et d'effroi se nourrissent en permanence, nous dit cette fois Pierre-Olivier Rollin, c'est moins pour rappeler l'inéluctable échéance de tout corps qu'en exacerber la magie de la présence. C'est glissant entre deux pôles contradictoires l'instant merveilleux qu'est la vie, que célèbre l'œuvre de Laurence Dervaux. Lucile Soufflet. Il y a peu, nous avons élu une artiste du monde du design, une première pour l'Académie. Lucie Soufflet déploie un univers de formes pensées pour le quotidien, pour le corps, pour l'autre, nous dit Gwenaëlle Gribaumont. Une œuvre engagée qui transforme l'espace urbain par des gestes justes à hauteur d'humain. Son mobilier s'adresse autant au corps qu'au regard. Il relie les lieux et les vivants dans une même fluidité. Elle ne dessine pas des objets, elle dessine des gestes à venir, des scénarios d'usage possible. Chaque projet part de l'humain, non pas dans l'abstraction d'un utilisateur type, mais dans la diversité des corps, des postures, des âges et des capacités. C'est une démarche profondément politique au sens grec du terme, nous dit encore Gwenaëlle Gribaumont. Penser la cité à partir de ceux qui la vivent. Venons-en aux deux dernières artistes installées tout récemment, Lucille Bertrand et Edith de Quinte. Lucille Bertrand d'abord. À l'écran, vous verrez des plumes d'oiseaux rares, des partitions d'oiseaux en cours d'extinction, des trajets de migrants et des murs frontières. Le travail de Lucille Bertrand se construit autour des problématiques liées à la violence des guerres et à leurs conséquences, à l'immigration et à l'inégalité face aux frontières, ainsi qu'à l'exploitation de la planète et du vivant. C'est à l'aide de dessins, de cartographies, de photographies, de sculptures et de vidéos que Lucille Bertrand rend compte sans pathos des thèmes graves et déstabilisants générés par nos sociétés. Elle le fait avec une délicatesse et une agilité spatiale qui lui sont propres. Ses œuvres incitent le visiteur à s'en approcher jusqu'au moment où celui-ci est en mesure de lire un petit texte discret qui le renverse et l'interpelle au-delà de la séduction. C'est là que l'œuvre nous piège et nous fascine, dans cette ambiguïté du beau et du tragique réunis. Edith de Quinte. En cette année 2025, notre confrère Gilbert Fastenaken s'a défendu avec brio la candidature de Edith de Quinte, que nous espérons voir de temps en temps malgré sa carrière qui l'emporte aux quatre coins de la terre. Edith de Quinte aborde des sujets très variés et de manière variable selon l'endroit où elle l'expose. On ne doit donc pas s'étonner de la voir toucher du doigt
les frontières de la science parfois, de l'histoire du lieu ou de l'histoire de l'art parfois. Ou même, comme vous pouvez le voir ici, elle réalise des œuvres liées au tourment de nos sociétés. Des clous dans un rideau, mais les pointes tournées vers le visiteur. Des silhouettes de sans domicile fixe, mais en vitrine. Que ce soit entre science et art, entre mémoire et corps, Édith de Quinte remet en question, de manière implicite par ses œuvres, l'objectivité scientifique, le comportement des humains, la relation entre le monde des faits et une approche éminemment subjective. Elle plaide d'ailleurs pour une recherche universelle de la subjectivité. Et nous voici presque au terme de notre rapide tour d'horizon. Et pour nous réjouir cette fois, la classe des arts a élu un homme de la fête, capable de nous donner de la joie, reconnu de par le monde. Sans doute n'est-ce pas un hasard que ce soit sur proposition d'un historien de l'art, Manuel Couvreur, que Elvis Pompilio nous a rejoints. S'il décline une bonne part des mouvements artistiques du XXe siècle, c'est avec une touche toute personnelle et un raffinement extrême. Porter l'art dans la rue ou en société n'est pas indifférent. C'est un acte de générosité. Il suscite l'étonnement et fait naître la joie. Et je terminerai par une petite phrase que j'ai pondue il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. L'art, comme l'amour, est un instant de coïncidence avec soi, avec l'autre, avec le monde. Je vous remercie. Merci bien. Laissez-moi vous présenter très brièvement le second orateur qui va nous entretenir de la pratique artistique de Johann Meul, je cite, Christian Krahe, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Il lira donc un texte écrit de Johann Meul dans un livre, mais tout de même encore ceci, dans un livre qui lui est consacré aux éditions Yellow No. Sous la plume de Jean-Pierre Verhegen, Johann Meul affirme, comme Achille Chavée, qu'il ne marchera pas dans quelque fil que ce soit, qu'un jour non plus il n'entrera pas à l'Académie, et surtout qu'il campera toujours sur les positions artistiques les plus inconfortables en ne se retirant jamais sous sa tente. Johann Meul, Christian Krahe, je vous cède la parole. Comme tous les autres arts, la sculpture permet une lecture métaphysique du monde, mais l'usage d'une troisième dimension implique le corps. Il faut bouger, tourner autour, monter, descendre, évoluer autour de l'image.
Le volume oblige aussi à des mémoires successives. Comme il est impossible de percevoir la sculpture en un seul regard, nous devons mémoriser nos différents regards sur l'œuvre et nous sommes appelés à additionner ces multiples points de vue en une seule pensée. Si mes premières sculptures taxidermisées me convenaient en termes sémantiques et poétiques, elles me sont très rapidement apparues comme trop statiques. Il leur manquait un élément dynamique, celui qui évoquait la durée, le temps. J'ai alors intégré ce rapport au mouvement pour donner à la sculpture plusieurs états possibles du même sujet. Un mouvement mécanique qui ne relève pas de l'aléatoire, mais s'effectue en une séquence ou série de séquences. 2 loulous de Poméranie, une truie, une chèvre, un oiseau, un rhinocéros. Le pourquoi de la présence renouvelée des animaux, des mammifères, le plus souvent empaillés ou pas dans mes installations, est lié à mon souci de faire ressurgir la proximité avec l'animal et les rituels anciens. Le rapport métaphorique aux animaux et leur personnification a produit des œuvres admirables dans toutes les cultures. Les Métamorphoses d'Ovide, le Bhagavad Gita, l'épopée de Gilgamesh, les bestiaires aztèques, les bestiaires romans, les contes de Perrault ou des frères Grimm, œuvres toutes porteuses d'un sens profond. Les animaux me permettent de jouer en mêlant grande culture et culture populaire, grande et petite histoire. Ils sont généralement peu élégants, mais une truie, animal nourricier donc vital que les peuplades celtes jugeaient merveilleux par sa capacité psychopompe à passer d'un monde à l'autre, entre l'ici-bas et l'au-delà, devient reine d'Espagne. 2 chiens ébouriffés deviennent des frères rivaux. Un rhinocéros parle d'un roi désœuvré. C'est aussi pour moi une façon de convoquer le monde de l'enfance, ses jeux et son imaginaire. De rejouer le mot d'esprit et l'hybridation, de traiter de l'éclatement identitaire opposé à l'identité stable et fixe proposée par la classification historique et scientifique du monde. Une façon de cerner la vérité par des biais multiples, paradoxaux. Si la pensée qui sous-tend la production artistique ne vise pas à penser le monde tel qu'il est et à faire avancer le monde des humains, ce n'est pas de l'art, mais plutôt une production spéculative. Dénoncer l'argent s'apparente aujourd'hui à un crime de lèse-majesté. L'art qui m'interpelle n'est pas du côté de l'histoire ni de la grande culture construite par une minorité dont le dessein est autre que celui du seul avancement de la pensée. Je ne nie pas le pouvoir, ni ses représentations, mais je tiens à les questionner et les reconsidérer et à leur opposer la contre-culture des multiples et parfois insignifiantes histoires des plus humbles dans laquelle sont agitées des questions fondamentales comme chez Bruegel, Jordaens ou Ensor. L'écart temporel avec l'art ancien permet plus de sérénité dans l'analyse. Personnellement, je ne suis pas les impératifs des avant-gardes artistiques qui sans cesse appellent à la tabula rasa, à la nouveauté ou à la réaction face au passé. Néanmoins, je fais partie de ce monde. Je vis dans cette époque. Je me dois de connaître les modes artistiques de mon époque, ses manières de fonctionner culturellement, économiquement, afin de pouvoir inventer de nouvelles stratégies dans les marges et d'assurer la visibilité de mon travail. B, au bord des lèvres, fut réalisé dans le contexte agité de l'impossibilité de régner, formule choisie par le roi des Belges Baudouin Ier le 4 avril 1990
pour ne pas avoir à contresigner la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. La critique portée sur cette œuvre s'est beaucoup modifiée à la mort du roi, en raison des éloges dans la ferveur du deuil. Les pleurs du roi furent alors lus avec plus de nostalgie que d'ironie. Le roi Baudouin m'a inspiré beaucoup de pièces, alliant géopolitique et images populaires. État des lieux. Chaque œuvre que je produis est en soi un état des lieux de ma compréhension du monde. Un état des lieux suppose qu'il y aura d'autres états des lieux, chaque œuvre activant les éléments de l'état de connaissance d'un moment donné. Les vidéos glanées sur la toile que j'ai employées dans les années 2000 étaient indisponibles dans les années 80, comme la possibilité de filmer avec un téléphone portable. C'est ce type de matériel qui a produit l'image de la pendaison de Saddam Hussein que j'ai incluse dans The Show Must Go On en 2007. Je suis de mon époque. Un support high-tech peut aussi bien diffuser une musique ancienne qu'une actualité. J'ai fait 3 séjours à Kinshasa, à une période très particulière de l'ex-Zaïre après les pillages du début des années 90. C'était l'époque des difficultés de vivre sous la fin du régime de Mobutu. Le 28 janvier 1993, suite à une crise politique et économique aiguë, des militaires des forces armées zaïroises avaient pillé la ville de Kinshasa. Un de mes amis galeristes voulait se rendre à Kinshasa, qu'il connaissait bien. Il avait peu de nouvelles des artistes avec lesquels il travaillait régulièrement. Bobo, Moké, Samba, Kingeles, etc. Il m'a invité à l'accompagner car il savait que cette expérience aurait un impact sur mon travail. Au début des années 90, tout dans ma pratique évoquait le voyage. Les roues de bicyclette, les mapes-montres, les sacs à dos. L'idée de l'ailleurs, bien plus que le périple lui-même, était partout présente dans mes sculptures. Or, l'Afrique en général et Kinshasa en particulier constitue paradoxalement un immense atelier d'objets et une géographie qui concentre une multitude de drames humains. L'Afrique m'a donné un sentiment de désenchantement. J'en garde à l'esprit la question récurrente de l'origine du monde. Une volonté d'humanisme malgré le désastre du monde. Un souci de cosmopolitisme dans ce qu'il a d'ouvert, de fluide. Noir ou blanc, tous les os sont blancs, dit Chéri Samba. Lors de mon second séjour au Zaïre, je comptais une nouvelle fois profiter de l'expérience de jeunes artisans qui réalisent des objets en métal récupérés. Je souhaitais des sujets inédits, des petits squelettes en fil de fer, très détaillés. Je cherchais à provoquer une nouvelle forme d'inexpérience dans leurs compétences. L'année précédente, j'avais procédé de la même manière et leur avais fait réaliser la queue de sirène en boîte de conserve découpée pour ma sculpture Mamewata ou la vie comme elle va. Cette fois, je n'avais pas apporté de dessin pour expliquer le projet, mais des photocopies de planches anatomiques. Nous avons longuement discuté de la qualité et du soin à apporter à ces réalisations. Nous nous sommes mis d'accord sur un montant d'argent. J'ai laissé un acompte. Le solde serait réglé à la livraison des objets. Le chauffeur Justin était un homme de confiance. Il possédait une vieille Celica, une voiture plus discrète que le 4x4 prêté par les amis de la Bralima. À la nuit tombée, il valait mieux passer inaperçu. C'est pourquoi nous empruntions les routes en terre de la cité au lieu des grandes artères sur lesquelles nous aurions pu être contrôlés par la police ou l'armée, toujours cupide. Noir sur le noir de la nuit, l'enfant n'est apparu qu'au tout dernier moment dans la lumière des phares. La voiture l'a évité de justesse, a fait une embardée, glissé et terminé à contresens dans les étals des quelques mamas qui se trouvaient là. Mundele! En un instant.
Des centaines de paires d'yeux, seules touches blanches dans la nuit, ont encerclé la voiture, frappant des poings sur la carrosserie dans un bruit assourdissant. Justin a été tiré hors de la voiture, couché et maintenu sur le capot. Des bras se bousculaient pour pénétrer par la fenêtre ouverte de la voiture. Des mains se glissaient sans ménagement dans ma veste, ma chemise, les poches de pantalon, à la recherche d'une part de butin. J'ai bloqué mes bottes sous le tableau de bord, agrippé avec force l'accoudoir et le frein à main. La situation semblait sans issue. Marcel et Coco ont posé les mains sur mes épaules comme pour bien signifier que ce Mundele, ce blanc-là, était le leur. Par ma fenêtre, ils ont engagé une conversation avec 2 hommes de la foule. Le montant du dommage s'est négocié. L'argent était ailleurs. Les hommes ont été invités à nous accompagner pour finaliser la transaction. Justin a été libéré, a repris le volant, moi à son côté. Nos 2 accompagnateurs se sont imposés à l'arrière et lentement, nous nous sommes dégagés de la foule. Le lendemain, Justin est arrivé à l'heure convenue. La voiture ne portait aucune trace de l'incident. En 2003, le peintre Yagan Perumal Krishna, son fils Gokulnath Krishna et son collaborateur Shiva Kumar ont séjourné en Belgique pour la réalisation de l'installation I Promise You a Miracle à la gare du nord de Bruxelles. Je ne suis pas peintre, mais la peinture est une telle évidence dans l'art que l'employer comme média m'a permis d'éluder la question « est-ce de l'art ou pas ?» Les peintres indiens m'ont appris à repenser la question de la peinture par leur souci de véracité, leur virtuosité technique mise au profit d'une figuration extrême et d'une illusion grand format. Leur peinture défie les glacis, les opacités et les transparences de la peinture occidentale. Elle nous force à reconsidérer toutes nos valeurs esthétiques, à nous interroger sur l'origine, les moyens et l'extrémité de la peinture et mettre en jeu le statut même du rapport qu'entretient la peinture figurative, un plan, des couleurs, avec son objet, une peau, des humeurs. Puis, le travail et la collaboration avec les peintres de Chennai ont confirmé l'idée qu'il ne faut pas adapter le langage au public, mais plutôt amener le public au langage. 2 cars de CRS se sont arrêtés à notre hauteur à l'angle du cours Saint-Louis à Marseille. Une dizaine de policiers en uniforme sont descendus. L'un d'eux, probablement le responsable, nous a interpellés en nous jetant un regard de bas en haut et en pointant le menton vers Hollywood, dont nous venions de terminer l'installation. « C'est religieux ?» a-t-il demandé d'un air suspicieux. Ce mois de mars avait été exclusivement consacré à la résidence, au travail d'atelier et à la mise en place des différentes expositions. Les journées avaient été longues, le placement de l'œuvre périlleux. Le Mistral s'était levé le lundi précédent et il avait fallu postposer la mise en place. La mécanique et l'électronique n'avaient pu être testées que ce matin-là. Malgré tout, l'autoportrait de 12 mètres de hauteur était en place, fonctionnait juste à temps, de manière inespérée. Le vernissage avait lieu le soir même. Nous étions en train de considérer le résultat avec soulagement et satisfaction. « C'est religieux ?» a-t-il répété, agacé par notre hésitation et notre silence. « Non, c'est artistique », ai-je osé en retour. Nous sommes allés voir les Bruegel, les Jordans à Bruxelles, les Rembrandt et les Vermeer à Amsterdam, les Rubens à Anvers, les Van Eyck à Bruges, la Mona Lisa au Louvre. Je m'étais plié d'autant plus volontiers au souhait de mon ami indien que je n'avais jamais eu auparavant la patience de subir l'une de ces interminables files d'attente dans le musée parisien.
1h40 d'avancée pas à pas, et le tableau est enfin apparu. « Incredible, it's so small », a dit Krishna. J'ai souri, par amitié et amusement, devant cette confusion entre grand et grand, pour la taille et la valeur. La ronde de nuit était plus grande que dans mon souvenir. De chaque côté, telles les deux larrons d'une descente de croix, des natures mortes monumentales attribuées à un contemporain de Rembrandt l'encadraient. Krishna s'attardait. Il détaillait chaque élément de l'écriture picturale, auscultait chaque coup de pinceau, approchait son visage de la toile à la limite de ce qui est autorisé. La virtuosité du traitement des différentes matières était là. La composition était sans reproche, la netteté des avant-plans distribués avec justesse, le traitement de la lumière et des couleurs était subtil. Il se retournait régulièrement vers le Rembrandt. Je le voyais perplexe. Je l'étais aussi. La proximité des œuvres posait question, nous posait question. Nous avons quitté Amsterdam sans en parler. Plus tard, lors de notre visite du musée Wiertz à Bruxelles, nous en avons enfin parlé. Nous avons convenu que, d'un certain point de vue, le chef-d'œuvre d'Amsterdam était la peinture la moins bien peinte des trois pour Krishna. Cela sous-entendait la moins photographique. Mon exposition au Centro Wilfredo Lam à La Havane en 1999 a généré une suite d'émotions que j'ai peu ou pas retrouvées depuis. Pour l'avant-première du film Buena Vista Social Club, la salle était comble. La bande-son du film avait été couverte à plusieurs reprises par des clameurs enthousiastes. Mais c'est à la fin de la projection que la salle debout avait laissé éclater sa joie au cri de « Kubasi, 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 Kubasi !» Par centaines, les drapeaux cubains virevoltaient dans l'air chaud. La situation me rappelle le film éponyme de Chris Marker. Entre les étoffes, je pouvais apercevoir l'entrée en scène de Company Segundo, Omar Portuondo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, Pio Leiva et Ray Cooder. Le moment était historique et j'étais là, debout, le corps emprunté, les gestes gauches, mal à l'aise, intellectuellement inconfortable face à un peuple qui se réjouissait de la reconnaissance de sa culture musicale longuement ignorée et face au fait que, pour en arriver là, il avait fallu le parrainage de ceux-là même qui maintenaient le pays sous embargo depuis des décennies. « Non te preocupes, somos felices », semblait dire la foule. Calle 18, quartier de Miramar. La maison unifamiliale de Liliane Lanès, directrice du centre Wilfredo Lam, était sans faste, ce qui, dans ce cas précis, est un beau compliment. Parce que jamais, ailleurs qu'à Cuba, je n'ai rencontré de notables qui n'aient tiré profit de leur situation privilégiée. L'intérieur était soigné, avec ça et là quelques témoignages photographiques de voyages professionnels et des enfants à des âges différents. Assis autour de la grande table rectangulaire, la conversation avait longuement dérivé vers l'art et le mari de notre hôtesse avait suivi tout cela avec intérêt, sans toutefois intervenir. Pourquoi et comment nous avons abordé le sujet de la révolution cubaine et des problèmes économiques du moment, je ne me le rappelle pas. Toujours est-il que notre hôte s'est alors engagé dans la conversation. Regino Botti Leon, fils du poète Regino Eladio Botti y Barreiro, économiste, avait été le premier ministre de l'économie en 1959, au moment de la révolution cubaine. Figure politique, certes, mais avant tout homme d'honneur. Il a parlé avec une très grande humanité, une remarquable intelligence d'analyse, de son engagement dans un processus historique au profit du plus grand nombre. Né à Guantanamo le 26 avril 1923, il est mort à Cuba
le 11 juillet 1999, quelques mois seulement après notre rencontre. À Madras, j'ai l'impression d'avoir participé ou accompagné la fin d'une époque, car la peinture indienne disparaît au profit du billboards en jet d'encre. Comme j'aime que la construction d'un projet artistique soit également une aventure humaine, la réalisation des différents projets d'envergure avec la peinture monumentale m'a permis de vivre dans l'intimité des affichistes indiens pendant plus de 20 ans, dès 1995. Chennai, comme Kinshasa, représente pour moi d'immenses ateliers remplis d'images, d'affiches, d'objets, de gestes et de slogans. Ces villes ont eu un impact décisif sur ma vision du monde et sur ma pratique artistique. Il y a cette jolie coïncidence. Yagan Perumal Krishna de Chennai, Chéri Samba le Quinois et moi-même sommes tous trois nés en 1956. Depuis 3 semaines, Shiva peignait avec application le décor de la fresque I Promise You a Miracle. La peinture correspondait au projet et était fidèle aux photographies des blés que j'avais montrées. Mais je trouvais que le résultat était terne et sans réelle consistance. J'avais expliqué à plusieurs reprises que ces blés correspondaient à l'idée de fertilité, à l'opulence du paradis. Cela ne semblait pas avoir d'écho. Je devais trouver le moyen de formuler les choses différemment. En ce début de soirée du mois d'août, la lumière déclinante était forte. Elle donnait au champ que l'autoroute traversait une couleur or. « Golden Wheats, blé d'or !» ai-je dit brusquement en me tournant vers le peintre. « Golden Wheats » a-t-il répété avec approbation. Il n'y a pas de paradis dans la religion hindoue. J'ai rencontré le fils du président de la Banque nationale chilienne qui était mort avec Salvador Allende le 11 septembre 1973 dans le palais de la Moneda. Et le même jour, lors d'un dîner au restaurant El Giratorio à Santiago, j'ai rencontré le fils d'un ancien propriétaire terrien qui avait fui Cuba à la chute de Batista. 2 corps sur une même paire de jambes. L'image appartient à la collection du docteur Spitzner et est à l'origine de la sculpture Ni un paso atrás de 2008. Déambulant sur le large trottoir de la Libero Higgins, et tout à ma conversation avec Sébastien, je m'étais pas rendu compte que le groupe s'était scindé en sous-groupes de 2 ou 3 personnes, 4, 5 ou plus. Nous marchions d'un pas décidé, nous gardions nos distances. Les apostrophes, les exclamations, les interpellations d'un groupe à l'autre se sont multipliées et des rires se sont fait entendre. D'où me venait ce sentiment étrange d'incongruité? De retour en Belgique, lorsque j'ai évoqué l'anecdote avec un ami chilien, j'ai mieux compris la nature de cet héritage de la dictature de Pinochet. J'imaginais que la destination de l'archipel des îles du Cap-Vert, dont la prospérité du XVIIe siècle s'était fondée sur le commerce des esclaves, serait prometteuse de réponses. J'imaginais que ces îles perdues au milieu de l'océan Atlantique auraient conservé des images, des pensées qui revêtent une certaine forme d'endémisme. Je n'y ai pas trouvé ce que je cherchais, mais une autre chose que je ne cherchais pas, un effet miroir que l'on peut résumer par un seul mot, saudade. Il y a cette configuration si particulière du paysage, un versant de l'île tourné vers la mer, dont le relief tente d'accrocher les nuages pour leur arracher quelques gouttes afin de ne pas dépérir, l'autre versant, un désert. Un paysage qui nous fait marcher, non pas de village en village, mais de maison en maison, de montée en descente confondues dans leur alternance.
Nous frôlons les habitations en devinant les sentiers étroits qui longent les jardins et les murets. Nous longeons les falaises en suivant les étroits canaux d'irrigation. Par-dessus nos têtes de promeneurs, nous entendons les conversations qui se font de colline en colline. Plus loin, nous perturbons l'intimité d'une famille qui se baigne dans une citerne à eau. C'est un monde où se déplacer bien est un enfer, où l'on garde la bonne distance d'homme à homme pour pouvoir exister, où le sentiment de vertige n'est pas tant dû à la hauteur des dénivelés et à l'abrupte des aplombs qu'au fait de savoir que ces îles sont de tout petits points émergeant des abysses. Sur la piste en terre entre Madras et Pondichéry, la nuit profondément noire était entrecoupée de flashs lumineux. Je ne pouvais m'empêcher à chaque fois de m'étonner que les véhicules n'allument leurs phares qu'au dernier moment, quand ils se croisaient, pour les éteindre aussitôt. J'ai aperçu, à hauteur de Patipoulam, une lumière blanche et crue, inhabituelle, émouvante. Le chauffeur a ralenti, mis au point mort, et s'est arrêté. Je pouvais distinguer les détails d'un étrange cortège composé de 2 rangs de femmes, distantes les unes des autres d'une dizaine de mètres. Chacune portait en équilibre sur la tête un petit coussin au bord arrondi sur lequel était dressé un montage de néons lumineux. Elles avançaient lentement, reliées entre elles par des fils électriques gainés de couleurs vives qui frottaient sur le sol durant la marche. Un groupe électrogène diesel posé sur la plateforme d'un vieux pick-up suivait et fournissait l'électricité nécessaire. La musique, issue d'un haut-parleur nasillard, peinait à couvrir son ronronnement bruyant. Il y avait probablement une raison à cette procession surprenante, mais je n'ai pas souhaité la connaître. Le chauffeur a démarré la voiture, amorcé la manœuvre pour dépasser l'étrange convoi. Je lui ai signifié d'attendre. Rien ne s'opposait à ce que nous prenions notre temps. Je veux que la mécanique soit apparente, qu'elle ne soit pas reléguée dans les coulisses. Je veux que les problèmes techniques soient visibles s'ils surviennent, que l'on voit l'envers du décor, que l'on sente le poids de l'inertie, que l'on voit les éléments déclencheurs. Le mouvement, comme la panne, apporte aussi une part de dérision face à l'existence. Lors d'une exposition, en dehors de l'atelier, les détecteurs, les interfaces et autres intelligences artificielles de mes sculptures proposent des interactions et des surprises qui échappent au scénario de départ. Elles me montrent aussi les limites de ma volonté face à l'incontrôlable des choses. Et dans tous les cas, les 2 états d'une sculpture animée me conviennent, qu'ils soient à l'arrêt ou en mouvement. Il y a une analogie structurelle évidente entre la temporalité cyclique de la fête qui, dans sa répétition toujours différente, exalte l'instant de la participation et mes œuvres mécaniques, mais aujourd'hui électroniques. L'une comme les autres se déploie dans un temps donné, linéaire et bref. La fête dure quelques heures, quelques jours, les œuvres s'animent quelques minutes. Participer à la fête comme à une de mes œuvres, c'est contribuer à l'accomplissement d'une durée brève, à la célébration d'un instant magique que l'on sait éphémère. J'aime mes Harley-Davidson et ma Royal Enfield rapportée d'Inde. J'aime leur mécanique apparente, leur fonctionnement perceptible, leur jeu visible d'entraînement de courroie. La moto a des effets sur son conducteur. La nécessité d'une concentration extrême, un mental qui doit fonctionner avec la machine. La forme de mes œuvres s'appuie sur l'héritage des sculpteurs d'assemblage du XXe siècle, mais mon intention est de témoigner du présent de l'homme et de son activité au travers des objets, des images, des sons, des films ou des discours qu'il a fabriqués. Sculpteur, j'ai ce double intérêt pour l'homme et pour ses productions, les marques qu'il laisse dans le temps.
J'ai retenu que Jean-Luc Godard disait que le rapprochement d'images pouvait faire émerger un sens nouveau. Il y a un plan avant, un plan après, et entre les deux, il y a un support. C'est ça, le cinéma. On voit un pauvre, on voit un riche, et il y a un rapprochement, et on dit « ce n'est pas juste ». L'idée d'injustice vient d'un rapprochement. J'aime l'éclectisme des objets choisis pour intégrer une banque de données dans l'atelier ou une sculpture déjà définie. Ces objets vont du plus trivial au plus rituel, du plus humble au plus précieux, liés à des quotidiens d'ici et d'ailleurs que je mélange ensuite. Clairement, certains de ces objets assemblés évoquent les ex-voto, les objets dédiés de la piété populaire fréquents sur tous les continents. L'accident, l'usure introduisent une articulation souvent paradoxale entre neuf et usagé, tout en pointant l'histoire des objets. L'outrage du temps participe à la densification de mon propos. L'ébréché prend là toute sa place en renvoyant à l'acte comme un objet qui aurait été lancé, jeté, projeté, pour instiller le rappel d'un geste très humain et la marque d'une fêlure métaphysique. Il faut s'apprendre à s'ébrécher. Sérendipité ou le hasard heureux. Parce que la curiosité et la faculté de répondre à l'imprévu y sont sollicitées, cette notion ouvre à une recherche émancipée, à la liberté de profiter de l'inattendu, loin des organisations trop rigides. Pour moi, qui suis toujours en quête d'expériences, d'objets, de faits divers ou historiques, et qui opère par rapprochement d'images, d'objets et de textes, afin de les assembler dans des installations, l'idée d'accueillir l'inattendu, comme sur un sentier étroit quand la glissade d'un pied fait s'ébouler quelques cailloux et que leur bruissement fait fuir des chevreuils à quelques centaines de mètres, me plaît. J'aime les mots. Il y a beaucoup de mots, de phrases, de verbes dans mes œuvres. Toute ma pratique est basée sur des processus métaphoriques, inscrits dans les associations d'objets, mais aussi dans les aphorismes inclus dans ou sur les pièces, dans les titres. Aucune de mes œuvres n'échappe à cela, et pour deux raisons. La première est que les humains, qui sont au cœur de mes préoccupations artistiques, sont des parle-êtres, selon la formule de Jacques Lacan. Parce que ce qui caractérise l'être humain, c'est la parole, le langage, de jour comme de nuit, éveillé ou rêvant. Dans la formation des rêves, il y a la condensation et le déplacement des mécanismes de langage. Condensation et métonymie, déplacement et métaphore opèrent une inventivité offerte que je recherche. La deuxième raison est qu'utiliser le langage et les mots me permet de déjouer une forme de pouvoir ou de contrôle, de déjouer les hermétismes.
Il ne faudrait pas laisser le pouvoir de quelques-uns monopoliser les citadelles de la pensée, via des réseaux sociaux par exemple. J'aime travailler avec tout cela, avec le langage métaphorique comme langage imagé, avec l'idée que la métamorphose a un sens apparent et un sens caché, avec les lapsus et les jeux de mots. Les télescopages techniques ou ceux qui émergent de la juxtaposition d'images, de mots, sont des éléments hybrides qui ont un pouvoir évocateur, et le langage est la place de rencontres improbables. L'aphorisme a cette qualité qu'il peut être lu, compris, interprété sans faire appel à un autre texte. C'est une pensée qui autorise et provoque d'autres pensées, qui se ferait un sentier vers de nouvelles ouvertures et conceptions. Même si sa formulation semble prendre une apparence définitive, il ne prétend pas tout dire, ni dire le tout d'une chose. Il a aussi cette qualité d'être audible, d'instaurer une relation directe au message, à la narration. J'aime donner à l'homme la place de Dieu pour mieux illustrer son absence. Quand j'évoque Babel, ce n'est pas comme volonté de l'homme d'atteindre Dieu, mais comme volonté de faire une construction commune. Si la pensée humaine a pour frontière son état de connaissance à un moment donné, il en va de même pour la religion, dont les seuls scénarios possibles pour imaginer la figure de Dieu doivent se résoudre à l'imaginer à hauteur de ce que nous pouvons comprendre. Le mystère lui-même est une notion qui fait partie de cet état de connaissance, car la non-connaissance des choses est une manière négative de formuler le même monde. Nullus est Deus, nisi ad imaginem hominis. Ai-je pu écrire? See you in paradise. Il m'appartient maintenant la dure tâche de vous faire redescendre doucement sur terre et de procéder, comme chaque année, à la proclamation. Mais avant la proclamation, et de manière évidemment moins facétieuse que ceux qui m'ont précédé, il est d'usage d'évoquer brièvement les académiciens qui nous ont quittés depuis la dernière séance publique. Et tout d'abord, Wolfgang Rihm, qui était né à Karlsruhe le 13 mars 1952, mort à Ettlingen, en Allemagne. Le 27 juillet 2024, il avait été élu membre correspondant de la classe des arts le 23 mars 2016. Compositeur et essayiste, il a étudié dès son plus jeune âge à l'Académie de musique de sa ville natale dans le Baden-Württemberg. Il s'intéresse aussi à la peinture et à la littérature. Personnalité musicale forte, sa production est riche et prolifique. Il a à son actif une production de plus de 400 œuvres. Il suit l'enseignement de Karl-Heinz Stockhausen à Cologne, puis étudie la composition et la musicologie auprès de Klaus Huber et de Hans-Heinrich Engelbrechts à Fribourg. Il professe à son tour à la Hochschule für Musik de Karlsruhe, à Darmstadt, à Munich. Sa carrière est couronnée de nombreux prix que je vous épargnerai. Il était aussi membre de l'Académie des Arts de Berlin. Son œuvre, jouée partout dans le monde, est marquée par des compositions puissantes et porte souvent
l'empreinte des arts plastiques et de la littérature. Il s'inspire de Sophocle, Hölderlin, Nietzsche, Artaud notamment. Il compose des opéras, Oedipus, Die Eroberung von Mexiko, Das Gehege, Drei Frauen. Plusieurs thèmes sont également développés sous forme d'ensemble d'œuvres, comme par exemple Vers une symphonie fleuve, 1992-2002, 5 pièces symphoniques, ou Über die Linie, 1999-2006, 7 pièces solistes ou concertantes, ou encore Séraphine, 1992-2011, comprenant des pièces de musique de chambre, des concertos pour ensemble et orchestre et des œuvres théâtrales. Serge Gengolf nous a également quittés. Il était né à Huegnier, près de Pépinster, le 3 décembre 1943. Il est décédé à Verviers le 29 janvier 2025. Il avait été élu membre correspondant de la classe des arts le 6 janvier 2000, membre titulaire le 15 mai 2004 et il devint émérite le 5 décembre 2022. Il était sculpteur. Il s'était formé à Saint-Luc, à Liège, et avait développé également une carrière de professeur à Namur et à Verviers. Reconnu internationalement, il avait accédé rapidement à la monumentalité et investi les lieux publics. Son langage s'orientait vers une expression abstraite, pleine de vitalité. Espace et forme instituent l'unité de la sculpture. Il s'inscrit dans la ville avec des gestes forts et part de l'environnement et des contraintes urbanistiques pour construire ses œuvres. Chacune d'elles, dépouillée et harmonieuse, se vit comme une expérience sensuelle et intellectuelle. En même temps, elle se découpe et s'intègre dans l'espace, et lorsque nous circulons autour d'elle, elle nous invite au voyage. L'énergie qui se déploie dans une écriture dynamique s'exprime à travers l'inox, l'acier corten, l'aluminium, le béton, la pierre ou le bronze. Serge Gengolf est l'homme de la matière, pas du destin. Il doit toucher, maîtriser la forme. Il joue avec la courbe et l'angle, il allie lyrisme et rigueur géométrique. Forme fermée mais sous-tendue par une tension interne. Il va toujours à l'essentiel. Michel Sephore écrit que le sculpteur, je cite, « unit la force et la délicatesse. J'admire, je cite toujours Sephore, cette faculté de magnifier le détail dans une forme transcendante. » Notre confrère avait exposé partout dans le monde, en Allemagne, au Canada, en France, en Italie, en Grèce, au Luxembourg et encore bien d'ailleurs. Il avait participé à de nombreux symposiums de sculpture, en Argentine, au Liban, au Paraguay, au Mexique. Il a reçu le prix de Rome en 1974 et le prix Égide Rombaud de l'Académie royale de Belgique pour sa 11e période triennale en 1986. Enfin, Frédéric Van Rossum. Né à Ixelles le 5 décembre 1939, il nous a quittés le 24 février 2025. Il avait été élu correspondant le 4 janvier 1990 et était devenu membre le 15 mai 2004. Il était membre honoraire depuis le 30 mars 2006. Petit-fils du peintre Léon Spiliart, il était compositeur et pianiste. Formé au Conservatoire royal de Bruxelles, il avait été professeur et directeur de l'Académie de musique de Watermal-Boisfort et professeur au Conservatoire royal de Bruxelles et de Liège, ainsi qu'à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. De 1995 à 2000, il avait été compositeur en résidence au Festival de Flandre. Il avait également reçu de nombreux prix internationaux. Son premier concerto pour violon avait été l'œuvre imposée du concours musical international Reine-Élisabeth en 1980. Concours qui lui commande aussi en 1988 l'imposer pour la demi-finale de la session de chant Aria a modo di vocalizzo. Son concerto pour saxophone Pathetic Story est quant à lui l'imposé du concours Adolphe Sax en 1986. On lui doit de nombreuses œuvres orchestrales,
mais aussi des opéras, de la musique de chambre, de la musique de scène et des œuvres pour piano. Bien que d'inspiration romantique expressionniste, voire hyper dramatique, sa musique est enrichie de recherches contemporaines innovatrices. 3 nouvelles académiciennes furent par ailleurs élues membres titulaires par la classe des arts, le 13 mars dernier. 2 d'entre elles vous ont déjà d'ailleurs été présentées par le directeur de la classe, Baudouin Sterling. Bien sûr, Madame Lucie Bertrand, artiste multidisciplinaire et commissaire d'exposition, avec un travail qui se construit autour de problématiques liées à la violence des guerres et à leurs conséquences, ainsi qu'à l'exploitation de la planète comme vivant. Edith Dekind, qui vous a aussi été présentée, artiste plasticienne qui réalise des vidéos, des photographies, des installations, des environnements et des pièces sonores. Son travail convoque une multitude d'influences et de sources, littérature, histoire de l'art, philosophie, sciences naturelles. Et puis enfin, celle qui ne vous a pas encore été présentée, Marie Cornaz, musicologue, chef de la section de la musique et de la Bibliothèque royale de Belgique, dont les nombreuses publications couvrent toute la période de la musique allant du XVIIIe siècle au XXe siècle. La classe a également élu une membre associée, en la personne de Madame Marjane Satrapi, auteure de bandes dessinées et de romans graphiques, qui pratique aussi la peinture et le cinéma. Je voudrais maintenant entamer la proclamation des prix que la classe des arts a décernés durant cette année 2026, et j'invite le directeur de la classe Baudouin à me rejoindre pour remettre les prix, et j'inviterai les lauréats à se lever au moment où je parlerai d'eux et à nous rejoindre sur la scène. Et je commencerai par le concours annuel. Et vous n'aurez aucun suspense. Mais ça fait plus de 250 ans que notre Académie octroie des prix d'une valeur égale, d'ailleurs, destinés à récompenser les auteurs des meilleurs travaux présentés en réponse aux questions que les classes ont mises au programme de l'année. Et la 3e question en histoire et critique attendait une étude sur la gravure et ou l'image imprimée en Belgique. Et ce prix est décerné cette année à Madame Anneline Wachtelaar, docteur en histoire de l'art, archiviste communal à Schaerbeek, pour son mémoire intitulé « Charles Bonnier, 1814-1886, le parcours d'un lithographe portraitiste de Bruxelles à Londres ». Si Madame Wachtelaar, on peut applaudir. Et la 4e question, histoire et critique, souhaitait une étude sur les arts décoratifs entre le XVe et le XXe siècle en Belgique. Et le prix est décerné à Madame Erika Basso, docteur en histoire de l'art de l'ULB, chercheuse indépendante et membre de la Chambre royale des experts en œuvres d'art de Belgique, spécialisée dans l'argenterie et les bijoux anciens, pour son mémoire intitulé « Entre encre et argent, Théodore, 1527-1528, 1598, et Jean Théodore, 1563-1623 de Brie, orfèvre et graveur européen. » Si Madame Basso est là, voilà, nous la félicitons. Il y avait aussi des questions pour la création artistique, et la 2e question était consacrée à l'image imprimée. On demandait 2 à 3 livres d'artistes ou 2 à 3 éditions originales s'apparentant à une technique d'impression, toute technique traditionnelle ou expérimentale de la gravure et de l'image imprimée étant d'ailleurs acceptée, ainsi qu'un dossier, et le prix
a été décerné cette année à pour cette question plus exactement, à monsieur Thorsten Bench, éditeur plasticien, pour, je cite le jury, l'impressionnante qualité, la prodigieuse variété, la consonance des projets éditoriaux avec les textes et les images qui en sont l'objet. Et nous avons le plaisir de le féliciter. Je vais passer maintenant aux fonds académiques et tout d'abord au prix Jos Albert. Comme j'ai pris l'habitude depuis maintenant plusieurs années de vous présenter les personnalités à l'origine des prix que nous décernons, je ne doute pas que vous commencez à connaître Jos Albert, né à Bruxelles le 22 mai 1886 et qui est mort le 8 octobre 1981. Ce peintre fut élu correspondant en 1973 et membre en 1977. Formé à l'Académie de Saint-Josse, il a également travaillé dans l'entreprise de décoration de son père, ce qui affûta son sens des textures et développa son goût pour le détail. À la veille de la Première Guerre mondiale, il est, avec Grieg Wouters, Ferdinand Schieren, Jean Brusselmans et Jan Kok, à l'avant-garde de la peinture belge. Après la guerre, il passe par une période de recherche et s'éloigne du fauvisme brabançon pour simplifier les volumes. Cette expérience s'achèvera en 1923 lorsqu'il part à la conquête du réel. Désormais, il passe sa vie de peintre à traduire sa réalité. Les paysages familiers et les natures mortes vont alors dominer. Il y a, écrit Philip Roberts-Jones, dans son réalisme, je cite Philip Roberts-Jones, l'esprit des choses, une signification, parfois même un symbole. Jos Albert légua par testament à l'Académie une partie de sa fortune qui permit de créer un prix, attribué annuellement depuis 1983 et destiné à encourager l'œuvre d'un artiste plasticien de tendance figurative. Je voudrais rappeler que parmi les lauréats de ce prix, on peut compter Jörg Madlener, Pierre Lao, Francis Alice, Stéphane Balleux, Jean-Pierre Ransonnet ou Lionel Winch, pour ne citer que quelques noms. Le prix est décerné cette année à Madame Priscilla Beccari, artiste plasticienne, pour la conjugaison qu'elle propose entre poésie et combat, une conjugaison non dénuée d'humour. Nous la félicitons de la voir arriver par là. Le prix Louise de Hem. Louise de Hem était peintre et pastelliste. Née à Ypres le 10 décembre 1866 et décédée à Forêt le 22 novembre 1922. Elle étudia avec son beau-frère, le peintre Théodore Serrier. Entre 1887 et 1891, elle passa beaucoup de temps à Paris, devint l'élève d'Alfred Stevens, fréquenta l'atelier de Fernand Cormon et passa par l'Académie Julian. Elle peint alors des portraits, une activité alimentaire, des natures mortes et des scènes de genre. Son talent est reconnu et en 1904, elle va obtenir la médaille d'or au Salon de Paris pour la poupée japonaise. Le prix Louise de Hem est créé en 1926 par sa sœur Hélène Serrier de Hem et par M. Florimond Lambin qui font une donation à l'Académie. Ce prix est destiné à récompenser un artiste plasticien diplômé depuis moins de 10 ans d'une école des beaux-arts ou d'une académie, ayant exposé publiquement depuis lors et dont les œuvres bidimensionnelles, de préférence de tendance figurative, révèlent un engagement artistique. Le prix est décerné cette année à Madame Émilie Magnan, artiste dessinatrice, pour ses grandes compositions au crayon de couleur pastel, qui évoquent une image stéréotypée et édulcorée de la femme et qui dévoile tous les secrets
des violences subies. Nous la félicitons. Voilà. Le prix Jacques Lavallée-Coppens. Jacques Lavallée-Coppens, décédé à l'âge de 73 ans, le 14 août 1974, avait été élu membre correspondant en 1958, puis membre titulaire en 1962, et il occupa la fonction de secrétaire perpétuel de 1970 à 1974, l'année de sa mort. À l'époque, les secrétaires étaient perpétuels. Historien et historien de l'art, il avait fait des études d'histoire à l'Université catholique de Louvain et suivi des cours en histoire de l'art et archéologie. Il défendit sa thèse intitulée « Les abbayes cisterciennes dépendant de l'abbaye de Villers depuis le XIIe siècle jusqu'au commencement du XVIIe siècle » en 1922. Et il décrocha un doctorat en histoire de l'art en 1936 en présentant un ouvrage consacré à Juste de Gand, peintre de Frédéric de Montefeld. Sa carrière se déroula des archives générales du royaume au Musée royal des beaux-arts de Belgique. En 1937, il est nommé maître de conférences à temps partiel à l'Université catholique de Louvain et il donnera un cours sur l'histoire de la peinture. Il succède progressivement ses maîtres à l'université et en 1944, il est nommé professeur ordinaire. Parallèlement à sa charge pédagogique, il poursuivait ses recherches centrées essentiellement sur la peinture des anciens Pays-Bas des XVe et XVIe siècles et publia de très nombreux ouvrages sur ce sujet. Le prix portant son nom fut décerné pour la première fois en 1978 et vise à récompenser tous les 2 ans, alternativement, un travail consacré à une ou des questions relatives à l'archéologie ou à l'histoire de l'art des anciens Pays-Bas méridionaux et des anciennes principautés ecclésiastiques de Liège et de Stavelot, et un travail, toujours donc alternativement, un travail de traitement ou de restauration d'un monument, d'une œuvre d'art, d'un objet d'art érigé ou conservé sur le territoire actuel de la Belgique. La période concernait un travail de conservation ou de restauration d'un monument ou d'une œuvre d'art et le prix est décerné à M. Liévin Castelin, restaurateur d'objets d'histoire naturelle, pour sa restauration d'un meuble vitrine diorama de Rowland Ward de la fin du XIXe siècle. Et nous le félicitons de le voir. Le président de notre académie aura goûté à la restauration. Prix Constant Montalde. Constantin, dit Constant Montalde, était né à Gand le 4 décembre 1862 et est décédé à Bruxelles en 1944. Élu membre correspondant de la classe des Beaux-Arts le 7 janvier 1926 et membre en 1934, il la dirigea en 1937. Peintre, décorateur, sculpteur, il commence par suivre des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Gand. En 1881, il remporte un premier prix et une bourse. Et avec celle-ci, il se rend à Paris et s'instruit en autodidacte. Très tôt, il est attiré par les formats monumentaux. En 1886, il remporte le prix de Rome. Il voyage alors en Italie et en Égypte, et sa peinture porte la marque de l'idéalisme. Il considère que la décoration des espaces publics, et d'ailleurs privés aussi, est un moyen pour faire connaître sa vision du monde. Sa peinture idéaliste se matine parfois de tendances du moment, de l'art nouveau. Au début du XXe siècle, il envisage de décorer le vestibule du musée d'art ancien, un projet qui fut partiellement réalisé. Il a entretenu une amitié de plus de 20 ans avec Émile Verhaeren, et en 1913, il achève les illustrations de la 2e édition du livre Cloître. Montalte est aussi l'auteur d'une quinzaine de sculptures dont les thèmes évoquent ceux traités en peinture. Jeune fille recroquevillée, le semeur. Il assure également
une charge de professeur à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et dispense le cours d'art décoratif que suivront, entre autres, René Magritte ou Paul Delvaux. Par testament, Constant Montalt lègue à l'Académie une somme d'argent qui permet de décerner tous les 3 ans un prix qui couronne une œuvre monumentale bidimensionnelle se référant à l'humain. On comprend que Roger Sommeville reçut ce prix. Le prix est décerné cette année à Madame Émilie Magnan, artiste dessinatrice, pour la maîtrise et l'heureuse ambiguïté de la technique utilisée et pour la tension qu'elle suscite entre le réalisme franc et la poétique de l'effacement, a dit le jury. Nous la félicitons. Bis repetita. Eh oui, il y a des gens doués. Enfin, la Fondation Laure et Julien Vanneau-Vonech décernent chaque année une bourse pour aider un étudiant ou une étudiante à poursuivre des études de spécialisation en conservation, restauration architecturale. Julien Vanauve était né à Liège en 1905, il y décéda à l'âge de 71 ans. Docteur en droit de l'Université de Liège, il obtient aussi un diplôme de licencié en sciences politiques et sciences sociales. Il travaillait au ministère des Colonies et en 1960 devint directeur général au ministère des Affaires africaines, puis en 1962 au ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Il fit de nombreux séjours en Afrique et, suite à son expérience, fut chargé d'enseignement à l'Institut des territoires d'outre-mer à Anvers et à la faculté de droit à Liège. Auteur de nombreuses publications relatives au droit privé coutumier, il n'avait cessé, parallèlement à son activité professionnelle, pourtant très prenante, de se préoccuper de la préservation du patrimoine architectural, ainsi que de sa mise en valeur. À partir de 1968 et jusqu'à son décès, il fut ainsi membre de la Commission royale des monuments et sites. Julien Vanauve avait décidé de léguer une partie de sa fortune pour créer 2 prix, dont l'un encourage la formation d'architectes restaurateurs. Le conseil d'administration de la Fondation a décidé d'attribuer cette année la bourse à Madame Busra-Jouan, que nous pouvons applaudir. Voilà, et ceci clôture, je pense, dans les temps, la séance publique de la classe des arts de notre académie. Je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont participé à sa réalisation, bien sûr les acteurs orateurs de la journée. Merci aussi au président de la classe, au directeur de la classe, qui en bon directeur a pris soin de ces ouailles et nous les a présentés avec beaucoup de talent et beaucoup de plaisir de notre part. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement tout le personnel de notre académie qui, de l'accueil jusqu'à la sonorisation, de l'invitation qui vous a été adressée jusqu'à votre installation dans cette salle, contribue et de manière exceptionnelle au fonctionnement et à la renommée de notre académie, qu'ils en soient toutes et tous sincèrement remerciés. Mais je voudrais aussi profiter de ce moment phare de l'année pour remercier tout particulièrement la secrétaire adjointe de la classe des arts, Catherine Leclerc. Comme vous le constatez à l'audimètre, Catherine est au fil des ans devenue comme une fée protectrice de la classe et de ses membres. Elle sait tout, elle veille à tout,
Elle s'enquiert de toute difficulté, même éventuelle. Elle met un point d'honneur à préparer les moindres détails des jurys et des séances, ainsi que de tout ce qui peut les entourer. Et tout cela avec discrétion, avec humilité et une humeur invariablement positive. Et c'est rare. Alors, en mon nom et au nom de tous les académiciens et les académiciennes de la classe, merci Cathy. Et je n'ai pas l'air, mais je suis épouvantablement distrait. J'avais ce matin acheté un bouquet de fleurs que j'ai oublié chez moi. Mais je lui donnerai chez elle dès ce soir. Voilà, il me reste à vous inviter... Il me reste à vous inviter à monter d'un étage et à nous retrouver pour le cocktail qui sera servi à la Galerie de Marbre. À très vite.